Bonjour et bienvenue dans notre numéro 3 du grand débrief de la transition énergétique. J'accueille aujourd'hui Lionel Causse, député Renaissance de la 2e circonscription des Landes et président du Conseil national de l'habitat. Lionel Causse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le numéro 3 du grand débrief de la transition énergétique. Donc vous êtes un acteur majeur de la transition énergétique de par votre fonction. Vous êtes député Renaissance de la 2e circonscription des Landes et président du Conseil national de l'habitat. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et des différents sujets qui nous intéressent, expliquez-nous quel est le rôle du Conseil national de l'habitat et votre rôle précisément au sein de cette commission. D'abord, bonjour et merci de m'avoir invité, de me permettre de pouvoir m'exprimer sur ces sujets qui concernent l'habitat et le logement au sens large. Alors, le Conseil national de l'habitat, c'est une instance qui regroupe 70 membres. Les membres sont désignés par décret par le ministre du Logement tous les 3 ans. Et le Conseil national de l'habitat se réunit à la demande, bien sûr, du président que je suis, à chaque fois que nous avons un avis à donner sur les textes, les projets de textes, en tout cas du gouvernement. Donc nous avons énormément de textes qui arrivent régulièrement, quel que soit d'ailleurs le ministère. Dès que ça concerne l'habitat, le texte doit passer au Conseil national de l'habitat. Le Conseil national de l'habitat a aussi la possibilité de se saisir de dossiers. Voilà, donc ça se faisait peut-être assez rarement au préalable, mais moi j'ai souhaité, je dirais, mobiliser tous les acteurs, parce que 70 membres avec des compétences diverses et variées qui se complètent, parce que dedans on va retrouver des associations telles que la Fondation Abbé Pierre, on va retrouver des syndicats, on va retrouver des filières telles que la CAPEB, la FFB, on va retrouver les banques, les assureurs, la FPI, voilà, et puis bien entendu tous les bailleurs sociaux. Donc on a cette richesse au sein du CNH. Donc il était important pour moi de capitaliser, voilà, d'en faire, je dirais, une intelligence collective. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé 5 groupes de travail au sein du CNH qui sont en train de remettre leur rapport, dont un d'ailleurs sur la filière des DPE et des audits énergétiques, donc ça sera très intéressant. Et un nouveau groupe de travail qui va se lancer très prochainement sur la territorialisation des politiques de l'habitat en accord avec le ministre du Logement, Patrice Vergrit. Et vous siégez aussi au sein d'une commission qui s'appelle Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est toute cette commission en fait ? C'est une des commissions de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, il faut choisir une commission dans laquelle vous êtes membre. Donc moi, depuis 2017, d'ailleurs, je suis à la commission qu'on appelle DDAT, Développement durable, aménagement du territoire, parce que je suis, je pense, très sensible aux enjeux d'aménagement du territoire, aux enjeux d'habitat, de logement, et j'ai toujours pris cette notion, d'ailleurs, sous le triptyque emploi, logement, mobilité. Et c'est vrai que je retrouve dans cette commission ces sujets-là. Mais on aborde aussi dans cette commission tous les sujets liés à la transition énergétique, écologique, voilà, tout ce qui est lié à la biodiversité, voilà, tout ce qui est lié à l'environnement de façon générale. Donc c'est justement ce qui nous intéresse et d'ailleurs on va entrer dans le vif du sujet, on va parler du diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui est aujourd'hui, on le sait, complètement rentré dans les mœurs. C'est la fameuse étiquette qu'on retrouvait déjà sur nos appareils électroménagers, aujourd'hui sur nos maisons, nos appartements et nos bâtiments, qui détermine la consommation et éventuellement les travaux à faire pour améliorer donc cette performance. Il a été assez décrié ces derniers temps, on ne va pas revenir là-dessus, mais une question qui brûle un peu les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que c'est vraiment le bon outil pour juger de la décence d'un logement ? Parce qu'on a vu un texte sortir cet été sur la décence des logements qui fixe un calendrier, mais de partout, les petits soucis qu'il y a eu autour de ce DPE, est-ce que c'est vraiment le bon outil pour juger de la décence d'un logement ? Alors, le DPE se met en place. Je crois que d'abord, ce qui est important de prendre conscience, c'est qu'on est sur une trajectoire du zéro carbone en 2050. Donc il faut qu'on arrive, je dirais, à faire avancer toutes nos sociétés, et en particulier le bâtiment au sens large, puisque c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette trajectoire passe par plusieurs étapes. Donc les premières étapes, c'était effectivement avoir un DPE fiable et qui permettent d'avoir une indication précise, je dirais, de la performance énergétique du logement. Parce que là, on est vraiment sur la performance énergétique. Après, tout ce qui est décence, ce sont d'autres réglementations éventuellement, l'insalubrité des logements, tout ça, ça fait aussi des décennies qu'on y travaille. Alors, on peut retrouver à peu près les mêmes logements, mais pas forcément. Et c'est vrai qu'il y a souvent un parallèle entre les deux. Et beaucoup nous disent d'ailleurs que
Si les logements insalubres avaient déjà été sortis du parc sur lequel on a fait déjà depuis au moins 2006, le premier décret sur le logement insalubre, des travaux de rénovation, aujourd'hui ils seraient sortis déjà des enjeux DF et DG au niveau peut-être des DPE. Voilà, donc il y a peut-être quelque part, je dirais, le fait de vouloir accélérer, en tout cas, sur la rénovation de ces logements. C'est important parce que ces enjeux, si on touche à l'insalubrité et le fait d'avoir des logements aussi dangereux, ça touche à la santé des gens qui y vivent. Et si on part sur la partie plus performance énergétique, ça touche quand même ce qui est essentiel pour tout le monde, c'est le pouvoir d'achat, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le logement, c'est de façon globale ce qui coûte le plus cher, ce qui pèse le plus dans je dirais, les dépenses des Français, que ce soit au niveau de l'achat, au niveau de la location, au niveau des impôts, des taxes et au niveau de l'énergie. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce poids, en tout cas, qui a beaucoup augmenté avec l'augmentation de l'énergie, avec l'augmentation de l'immobilier, je pense qu'il est urgent de trouver des solutions pour réduire à travers la sobriété, à travers des travaux, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus supportable pour les Français. Justement, vous parlez d'urgence, donc vous parlez de notion de temps. Or, on a vu cet été, il y a eu beaucoup de textes qui sont sortis, certificat d'économie d'énergie, diagnostic de performance énergétique avec la montée en compétences des diagnostiqueurs DPE. On a vu aussi ce texte portant sur la décence des logements, mais on a eu juste après la déclaration, enfin plusieurs déclarations du ministre Bruno Le Maire, qui à un moment donné s'est dit un peu comme peut-être que nous sommes trop ambitieux, peut-être qu'il faut éventuellement décaler un peu le calendrier. J'avais une question à vous poser, est-ce que vous êtes du même avis? Sommes-nous trop ambitieux? Est-ce qu'il faut décaler ces échéances ou au contraire les conserver pour se challenger et avoir cette pression, avoir une bonne pression pour pouvoir atteindre nos objectifs? Bon, écoutez, je pense que quand il s'agit de pouvoir d'achat des Français, quand il s'agit de transition écologique, on n'est jamais trop ambitieux. Voilà, l'ambition, il nous la faut. C'est quelque chose de naturel. Maintenant, il faut qu'on accompagne ces transformations, ces mutations. C'est ce qui est vraiment, vraiment important. Donc, aujourd'hui, il y a un calendrier. Ce calendrier, il est dans la loi. Donc, qu'on soit ministre ou député, la loi, c'est la loi. Elle s'impose à tout le monde. Elle s'impose aux Françaises et aux Français. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, on a des sorties des logements au 1er janvier 2025 pour les G, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Donc ça, c'est le calendrier qui s'impose à tout le monde. Je crois qu'il y a une dynamique qui se met en place avec de nombreux acteurs. On a pu voir sur de nombreux salons. J'ai rencontré beaucoup même de start-up, très innovantes d'ailleurs, qui font des choses très très bien. Et cette dynamique, aujourd'hui, on a besoin d'elle. Et on a besoin qu'elle continue et qu'elle s'accélère justement. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de sortir au 1er janvier 2025 des logements de location à l'année. Il s'agit essentiellement aujourd'hui d'eux dans la loi. Il ne s'agit pas d'en sortir d'autres au 1er janvier 2028. Donc notre responsabilité, ma responsabilité de député, ça sera en 2024 de travailler pour voir où est-ce qu'on en est concrètement. On sait que le parc social sera au rendez-vous, puisque le ministre du Logement a annoncé aussi encore 1,2 milliard, 400 millions par an sur 3 ans pour accompagner les bailleurs sociaux. Donc ils ont confirmé qu'ils seraient au rendez-vous. Maintenant, on a encore difficulté sur le parc privé. Donc il faudra regarder ce parc privé, pourquoi certains logements ne seraient pas au rendez-vous au 1er janvier 2025. Je crois qu'il faudra accompagner celles et ceux qui ont de bonnes raisons, qui n'ont pas pu effectivement pour des raisons diverses et variées, peut-être des raisons techniques d'ailleurs, faire les travaux, des raisons de copropriété, avec un démarrage un peu trop tard des travaux, et là on apportera des réponses. Par contre, ceux qui n'ont pas de motifs et de raisons pour être au rendez-vous au 1er janvier 2025, je crois que là il faudra aussi être ferme et trouver des solutions pour que ces travaux se fassent de façon urgente. Donc l'écologie, on le sait, c'est un effort collectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous dans la même direction pour réussir. Or, ces différents soubresauts sur le calendrier, la décence des logements, etc., est-ce qu'on ne risque pas de perdre quelque part l'opinion publique par rapport à ces différentes divergences, déclarations et peut-être perdre le combat dans Vous avez raison. C'est bien pour ça que j'ai parlé de trajectoire. Et cette trajectoire, on doit l'accompagner et on ne doit pas lui donner des signaux inverses régulièrement. Voilà, on a une trajectoire déjà, je dirais, européenne des engagements sur les dates de 2050, vous en avez parlé, neutralité carbone, 2040, 2030, avec des engagements de la France. Et donc derrière, il faut qu'on soit au rendez-vous. On ne peut pas se permettre de ne pas y être, d'autres pays, d'autres États y seront. Donc il faut que la France avance, je dirais,
Rien ne peut aujourd'hui faire que l'urgence climatique, l'urgence environnementale ne soit pas une priorité. Voilà. Donc ne pas donner des signaux contradictoires, ça c'est important, mais adapter notre trajectoire de façon pragmatique et en faisant en sorte que la conduite du changement soit vraiment notre moteur. Et non pas faire croire aux Français qu'on a encore du temps et qu'on n'est pas obligé d'y aller. Donc, parmi les signaux négatifs dans la transition énergétique, on a ce qu'on appelle les freins à la transition énergétique. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent avancer, qui veulent répondre à tous les objectifs, mais ils font face à des freins. Et là, il y a un professionnel qui souhaiterait vous poser personnellement une question. On va l'écouter, c'est la rubrique Questions Pro de notre professionnel. Bonjour, mon nom est Israël, gérant du cabinet de diagnostic immobilier Diagbat, situé à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. On parle d'urgence à rénover nos logements, or nous rencontrons systématiquement des freins à obtenir nos agréments, tels que le RGE études ou devenir accompagnateur rénov', indispensable à obtenir les aides à la rénovation. Donc voilà, une question qui est somme toute assez claire. Un des freins, des principaux freins à la transition énergétique pour les diagnostiqueurs immobiliers, les thermiciens, les auditeurs énergétiques, c'est l'obtention d'agréments tels que le RGE études, voilà, l'accompagnateur rénov', comme ce monsieur vient de le citer. Est-ce qu'on peut réformer, du moins accélérer, sans faire fi des compétences demandées, ces démarches administratives ? Dès qu'on est sur de l'administratif, c'est tout de suite très compliqué dans notre pays. Ça, je peux tout à fait l'entendre. C'est la même chose pour les artisans ou les bâtiments qui veulent aussi la qualification RGE. Et bien sûr, c'est toujours trop long et ça prend un temps qui est souvent, pour certains d'ailleurs, je dirais, pas acceptable. Parce que quand on a une grosse structure, on va pouvoir peut-être dégager des ressources pour suivre la partie administrative, pour faire en sorte que le dossier aille plus vite. Quand on est seul ou une petite structure, on n'a pas le temps forcément de s'occuper, on a suffisamment de paperasse à faire, et là, ce sont des sujets qui nous remontent en permanence. Pour l'accompagnateur rénov', je dirais à ce monsieur que tout est en train de démarrer. On démarre pour le 1er janvier, donc il ne faut pas désespérer. Je pense que d'ici le 1er janvier, il aura une réponse, comme tous, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important, de mobiliser un maximum de compétences pour accompagner sur l'année 2024 toutes celles et tous ceux qui auront des travaux à faire et qui souhaitent passer justement par ces professionnels. Voilà, parce et vous pensez que l'ANA sera de taille pour absorber tous les accompagnateurs rénov' nécessaires et les demandes qu'il va y avoir d'ici le 1er janvier ? Écoutez, je le souhaite. J'espère qu'ils vont se mettre en ordre de marche. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps encore l'ANA qui ne nous a donné aucun signal, en tout cas aucune alerte, comme quoi ils ne pourraient pas au 1er janvier en tout cas démarrer avec une force de frappe importante. Voilà, c'est ce qui est important. Après ça continuera à monter en charge tout au long de l'année, mais il faut que dès le 1er janvier on puisse répondre à tous ceux qui veulent se lancer dans des travaux. Ces qualifications, ces labellisations de façon générale sont importantes parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a plus de 40% des Français qui ne savent pas ce que c'est qu'un DPE, qui ne connaissent pas le DPE de leur logement. On voit bien que les Français hésitent souvent à faire des travaux parce qu'ils ont peur de partir, je dirais, dans des choses qu'ils ne maîtriseraient plus. Il y a quand même des inquiétudes très très fortes, on le voit sur toutes les études qui sont menées. Et donc le rôle et ce qu'on a voulu faire justement avec le fait de donner la qualification des labels, c'est de pouvoir rassurer aussi les Françaises et les Français. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu, mais je pense que tout le monde peut comprendre que c'est indispensable si on veut pouvoir accélérer. Justement, d'un point de vue indispensable, on va parler de fiabilité, donc notamment la fiabilité du DPE. Donc il y a un texte qui est sorti cet été qui est très important, il traite de la montée en compétences des diagnostiqueurs DPE, et j'ai plus que parcouru ce texte, je l'ai très bien étudié, et c'est vrai que les compétences exigées ont considérablement évolué, donc on double le nombre de jours de formation, de certification, mais d'après vous, pensez-vous que cela va suffire à fiabiliser le DPE sinon, qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? L'outil technique, informatique, il est fiable. L'outil, c'est le même pour tout le monde. Et vous avez raison, ce qui pose problème, c'est la façon dont on le saisit, dont on le remplit. Et ça, donc, c'est un acte humain derrière.
Et donc, ce qui veut dire que toutes celles et tous ceux diagnostiqueurs qui interviennent doivent avoir des compétences suffisantes pour faire en sorte que derrière, si on a deux personnes qui interviennent qui font un diagnostic, on n'ait pas une note différente. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Je pense que le fait d'évoluer et d'augmenter sur la formation, sur les compétences, je pense qu'aujourd'hui, on a des résultats quand même beaucoup plus fiables. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du Conseil national de l'habitat, du CNH, sur les 5 groupes de travail dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a un justement sur la professionnalisation de la filière des DPE. Donc on travaille justement avec tous les acteurs pour voir comment on peut avancer et évoluer sur ce secteur. Donc vous dites là que la montée en compétences, c'est une première étape et qu'il reste encore du chemin à parcourir, notamment d'un point de vue professionnel, professionnaliser. Il faut professionnaliser la branche. Vous savez, moi j'entends des gens qui voudraient qu'il y ait un diplôme. Au-delà que uniquement quelques jours de formation, qu'il y ait une filière complète qui soit mise en œuvre. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, j'ai saisi le CNH pour y travailler et j'attends les conclusions qui vont arriver d'ici quelques semaines et qui nous permettront de faire des propositions au gouvernement et puis peut-être à mes collègues Justement, parlementaires. Si ça peut vous aider dans votre commission, il y a une récente enquête qui a été faite par un média très connu du diagnostic immobilier qui justement a mené une enquête auprès de tous les diagnostiqueurs une enquête liée à ce nouveau texte et à la fiabilité du DPE, à savoir comment ils accueillent ce texte et est-ce que pour eux c'est suffisant. Et il s'agit, j'ai les résultats de l'enquête, qu'il s'agit là en fait d'une véritable déception de la part des diagnostiqueurs parce qu'ils voient leur coût de formation et de certification considérablement augmenter. Or, ils soulignent qu'il n'y a aucun rempart contre les fraudes, notamment les usurpations de certification. Donc il y a eu des affaires spectaculaires qui ont pu sortir ces dernières années, qui ont été largement relayées par la presse et les associations de consommateurs. Mais c'est vrai qu'en étudiant ce texte, l'usurpation de certification, la lutte, du point de vue plus général contre la fraude, c'est le grand absent de ce texte finalement. Alors, la fraude, il faut lutter contre la fraude, ça c'est indéniable et en effet il y a un enjeu et c'est vrai qu'ils ont raison de relever ce sujet, cette problématique, mais plus on montera sur compétences, peut-être avec une carte professionnelle, peut-être avec justement une organisation beaucoup plus structurée, je pense que c'est la meilleure solution aussi pour à moyen et long terme avoir une filière, je dirais, qui puisse être confronté à de moins en moins de difficultés. Mais oui, ça aura certainement un coût. La formation, c'est un coût. Donc vous n'êtes pas le seul à évoquer une carte professionnelle. Ça a été évoqué par la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone lors de sa commission d'enquête au Sénat. On a justement un professionnel qui évoque quelques inquiétudes par rapport à cette carte. C'est le moment de notre question pro. Bonjour, Anké Maxence, diagnostiqueur immobilier depuis 5 ans dans le Tarn-et-Garonne et 3 ans et demi à mon compte. Ma question est, sachant que notre filière a besoin davantage de lutte contre les fraudes, la création d'une carte D à l'image de la carte T des mandataires immobiliers constitue une dérive supplémentaire pour laquelle nous n'avons jamais été consultés. N'est-ce pas en réalité une certification d'entreprise déguisée? Merci. Donc là, on a les inquiétudes d'un professionnel, d'un diagnostiqueur immobilier installé à son compte, les inquiétudes vis-à-vis d'une carte D, à l'image de la carte T des mandataires immobiliers. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre concernant ces craintes? Déjà, il va falloir qu'on définisse si on y va ou pas. Le débat est ouvert. Il faut aussi poser les choses. On est au début de la discussion. Moi, je suis favorable, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'il y a de la fraude, et de l'autre, pas vouloir apporter les réponses et les solutions qui permettent d'éviter la fraude. Et cette carte, bien sûr, qu'il faut qu'elle voie le jour, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être positif, mais derrière, il faut qu'on puisse la contrôler. En effet, il faut qu'on puisse être sûr que la personne a bien suivi le parcours de formation et bien une personne, je dirais, qui pourra apporter les réponses à son client, les réponses adaptées. Voilà. Donc, on est sur une structuration de la filière, je pense une avancée, qui à mes yeux, si ce choix a été retenu, irait dans le bon sens. Je ne sais pas quelles sont les propositions, par exemple, qui sont faites au sein du CNH, mais moi j'ai vu des diagnostiqueurs qui sont plutôt favorables sur le principe et qui ont envie d'avancer là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on travaille aussi pour éviter d'être sur un parcours uniquement de formation un peu long. Moi j'ai demandé aussi à ce qu'on travaille sur la VAE.
création d'acquis d'expérience, parce que je pense que ce sont des métiers justement sur lesquels on a besoin d'avoir des connaissances, des compétences sur le bâtiment, sur voilà, des choses très précises. Et c'est peut-être l'occasion aussi, à travers des entreprises du BTP ou autres, de pouvoir avoir un parcours, je dirais, de professionnel vers des nouveaux métiers. On a vu également la possibilité pour les centres de formation privés de devenir CFA, centre de formation pour apprentis, et ainsi développer l'apprentissage et l'alternance pour le métier de devenir diagnostiqueur immobilier. Vous trouvez que c'est une bonne chose et peut-être une bonne issue pour professionnaliser le métier? Oui, je pense que la formation en apprentissage est une des solutions. Tous les CFA fournent, je dirais, des formations de qualité, des formations très professionnelles et opérationnelles, puisque quelque part aussi le monde économique est acteur des CFA. Donc c'est certainement une solution à étudier, à envisager, en tout cas, pour développer cette filière. Parmi les solutions qui nous sont proposées, on souligne que la crainte des diagnostiqueurs, c'est que les personnes ne payent pas en fait leur formation et certification et travaillent sans certification. Donc pour lutter contre ça, il y a des propositions qui sont faites. Il faudrait identifier le diagnostiqueur lorsqu'il rentre chez un particulier ou un professionnel, l'identifier physiquement, donc avec une proposition d'une carte, mais pas à l'image carte professionnelle, une carte de certifié, parce qu'aujourd'hui c'est un simple PDF ou un format papier qui détermine la certification des diagnostiqueurs. C'est quand même assez surréaliste lorsqu'on sait que le diagnostiqueur fournit des documents opposables. Une carte qui permettrait d'identifier le diagnostiqueur et ses périodes de certification, quelque chose qui serait simple à mettre en place. Comment vous jugez cette proposition? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place ou mis en concurrence avec une carte D qui peut dériver un petit peu vers une certification d'entreprise, comme l'a dit ce diagnostiqueur? Mais l'un n'est pas contradictoire, les deux peuvent faire le même document. On peut arriver sur un document joint. L'important, c'est que ce soit un document personnel de la personne et que derrière, ce document puisse être contrôlé et vérifié à n'importe quel moment par la personne qui fait appel justement au certificateur. Donc, pour moi, les deux peuvent tout à fait, je dirais, fusionner et donner un document unique, ce serait beaucoup plus simple. Et pour terminer, dans cette enquête, les diagnostiqueurs sont complètement d'accord pour monter en compétence, c'est-à-dire payer davantage de formation et de certification, mais ils ont encore une dernière crainte, c'est de se retrouver en concurrence déloyale avec certains diagnostiqueurs qui continueraient à avoir ces mauvaises pratiques, ces pratiques délinquantes, il ne faut pas avoir peur des mots, de copier-coller des DPE, de ne pas se déplacer pour faire les DPE, de faire des DPE par téléphone. Et là, il y a une solution que moi j'ai vu appliquer sur d'autres domaines, notamment les certificats d'économie d'énergie, c'est l'horodatage, géolocalisation et le blockchainage dans la blockchain des huissiers de France, des rapports ou des photos qui auraient servi au diagnostic. Est-ce qu'un jour on peut voir cette mesure mise en place, ou du moins une expérimentation, pourquoi pas sous forme de label ou d'essai? L'intelligence artificielle peut être mobilisée, en effet. Ça peut être un beau sujet à mettre en œuvre, de développement qui permettrait bien entendu d'identifier automatiquement la personne qui vient, de pouvoir, comme vous dites, avoir le suivi des données à un moment donné, la géolocalisation, la date, l'heure, etc. Parce que au final, ce qu'il nous faudra, c'est que pour le client, en particulier le propriétaire ou le locataire de son bien, c'est qu'il puisse avoir une sorte, pas telle quelle, une sorte de carte d'identité précise de son logement. C'est-à-dire qu'ils reprennent effectivement un diagnostic précis, qu'on sache qui les a fait, peut-être des travaux qui ont été faits tout au long de la vie, etc. Et je pense que progressivement, on va arriver vers cette carte d'identité qui permettra d'avoir vraiment un suivi accessible à tout le monde à un moment donné pour pouvoir retrouver aussi, je dirais, l'historique de tout ce qui a été fait sur un bien. Voilà, donc il y a certainement, en effet, sur tous les nouveaux outils. C'est ce qu'on appelle aussi le BIM, un petit peu quelque part. C'est l'identité numérique du bâtiment. L'identité numérique du bâtiment. Alors moi, je appelle un peu carte d'identité pour dire que c'est bien sur un logement précis, ces données-là. Mais bien sûr qu'il faut qu'ils récupèrent tout l'historique et tout, je dirais, ce qui est important à connaître sur un bâtiment et qu'on ne perde pas des documents. Qu'on ne perde pas la trace de certaines choses qui ont été faites. Effectivement, si vous avez quelqu'un qui vient, qui fraude et qui disparaît dans la nature, là, si vous avez une donnée à traçabilité, vous pourrez vite vous en rendre compte et pourrez vite voir quelle situation, effectivement, quelles sont les données que vous possédez et qui sont, je dirais, données opposables de l'état de votre logement. Donc c'est beaucoup plus clair. Le chemin est encore long, reste du chemin à parcourir, mais en tout cas on est
dans le bon sens et des commissions se créent un peu partout justement pour faire avancer les choses, donc tout n'est pas terminé. Ça peut aller très vite. Vous savez, ce genre d'outils peuvent se développer très très vite. Je pense que tout le monde est prêt pour y arriver, mais il ne faudra pas après nous dire qu'on va trop vite. Mais je pense qu'il faut accélérer. Comme je l'ai dit, tout ça, ça s'inscrit dans la trajectoire qui est à construire. Et c'est peut-être une solution qui nous permettra d'accélérer. Un discours donc très optimiste. Merci Lionel Cos d'avoir répondu à nos questions et merci pour votre clairvoyance sur ces sujets. Et je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci et rendez-vous avec les travaux du CNH prochainement. J'espère bien. Merci Lionel Cos. Merci. Merci, vous venez d'assister à notre numéro 3 du Grand Débrief de la transition énergétique. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le numéro 4 du Grand Débrief de la transition énergétique.